Éco-anxiété, agir, c'est guérir, nous-mêmes et la planète. Pics de température, incendies, tornades, le changement climatique est une réalité que nous vivons désormais partout, en toute saison. En s'inscrivant dans notre quotidien, la crise écologique peut générer une véritable angoisse qui porte un nom, l'éco-anxiété. Face à la montée des discours alarmistes, il est grand temps d'agir. C'est ce que vous propose Aesio Mutuelle à travers ce podcast Éco-anxiété, agir, c'est guérir. Notre objectif, vous donner des clés pour aborder avec plus de sérénité les problématiques environnementales et cultiver une pensée positive qui favorisera le passage à l'action. Je suis Stéphanie Reynaud et je vais vous démontrer avec l'aide de psychologues, psychothérapeutes et de jeunes engagés pour l'environnement que les prévisions actuelles ne sont pas une fatalité. Nos actions ont encore le pouvoir de limiter notre impact sur l'environnement. Oui, il est encore temps d'agir. Dans ce nouvel épisode, nous passons à l'action pour lutter contre l'éco-anxiété avec Lucie Pellissier. Cette jeune consultante climat et adaptation au changement est également réalisatrice d'un documentaire intitulé « Les déplacés climatiques ». Elle est également une observatrice privilégiée des lycéens et de leurs préoccupations à travers son podcast « Et si ça arrivait chez moi ?» Lucie Pellissier nous raconte l'origine de son engagement et comment celui-ci lui a permis de lutter contre l'éco-anxiété. En 2015, j'étais alors en licence en L3. À ce moment-là, il y avait énormément de mobilisation sur les questions climat parce qu'on allait accueillir la COP21 à Paris. Il y avait beaucoup d'événements organisés, beaucoup de mobilisations, etc. Donc moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus spécifiquement aux enjeux climat à ce moment-là. Et puis par ailleurs, j'ai une amie qui à l'époque m'a proposé de passer dans un lycée désaffecté à côté de chez elle, qui était squatté alors par des migrants. Donc il y avait un double enjeu en 2015. Il y avait vraiment donc cette COP 21 qui était à Paris et on parlait énormément des enjeux migratoires avec la crise migratoire à l'époque, pendant la guerre syrienne. Moi j'ai commencé à m'engager du coup avec des migrants, avec des exilés pour au début tout simplement de l'aide administrative, des petits cours de français et puis participer à des réunions militantes pour voir comment les accompagner dans le fait d'arriver en France. Disons que ça a été une première porte d'entrée. Et après, quand je suis arrivée à Sciences Po en master, donc en master de politique de l'environnement, où j'avais vraiment envie de m'intéresser plus à ces questions environnementales et climatiques, j'ai eu l'opportunité de m'engager dans une ONG qui s'appelle Climate, qui est une organisation de jeunes engagés pour le climat. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert un projet qui travaillait sur la question des migrations environnementales. Et pour moi, ça a été une manière de réunir ces deux grands enjeux qui, pour moi, sont liés et essentiels à traiter ensemble. Et depuis, vous n'avez jamais arrêté de vous engager, de diversifier votre engagement, d'essayer de le rendre aussi plus efficace ? Depuis, non, j'ai jamais arrêté parce que, en fait, tout ce que j'ai commencé à faire à cette époque-là, je l'ai plus ou moins poursuivi. J'ai développé des projets, j'ai pris de la maturité sur comment aussi gérer des projets, comment s'engager, qu'est-ce qui me plaisait ou pas dans l'engagement. J'ai aussi rencontré des gens à l'époque avec qui je travaille toujours, que ce soit pour le documentaire que je réalise ou pour le podcast également. Et c'est des personnes qui m'inspirent et avec qui j'ai envie d'agir. Vous avez donc réalisé un podcast avec des lycéens d'Aulnay-sous-Bois. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet ? Ce podcast, c'était une idée que j'ai eue pour faire en sorte que les jeunes puissent s'emparer vraiment des enjeux environnementaux et climatiques de leur territoire. L'idée, c'est qu'avec une classe de lycéens, on travaille sur les enjeux climatiques et environnementaux de leur territoire, on travaille sur l'histoire environnementale, sur comment leur territoire a été construit, constitué, etc. Et puis après, on s'intéresse aussi à tout l'aspect politique de l'environnement, donc comment il est géré, qui parle de l'environnement aujourd'hui, quels sont les différents points de vue, quels sont les différents acteurs. On, du coup, réalise une interview d'acteurs, puis on monte ensemble un podcast sur ces enjeux-là. Et ces lycéens de terminale à Aulnay-sous-Bois, est-ce qu'ils étaient éco-anxieux, puisque c'est quand même le sujet de notre podcast ? Est-ce qu'ils étaient conscients des enjeux ou est-ce qu'ils les ont découverts grâce à vous ? Je dirais qu'ils n'étaient pas hyper éco-anxieux. En fait, pour eux, je pense que c'était pas la première fois qu'ils en entendaient parler, mais disons que c'est pas ce qui les préoccupait au quotidien.
Après, le fait est que quand on a commencé à travailler avec eux, en questionnant aussi ce qui se passait sur leur territoire, ça les a vraiment interrogés. Alors, j'espère que ça leur a pas créé trop d'anxiété parce que c'était pas l'objectif non plus, mais l'idée c'était au moins qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent se dire ok, il y a des risques aussi sur mon territoire va évoluer, comment je peux y faire face, comment je comprends tout ça. Donc je dirais que c'est pas un public que j'ai identifié comme très éco-anxieux. Est-ce que vous, Lucie, vous êtes plutôt éco-anxieuse ? Je l'ai été, je pense, quand j'ai commencé à avoir des cours à Sciences Po qui parlaient beaucoup de décroissance, où j'avais des intervenants qui étaient très très engagés et qui expliquaient des choses qui étaient assez dures. Donc oui, je pense que j'ai eu des périodes, je trouve, assez dures où en fait la situation paraît difficilement surmontable. On se sent un petit peu submergé par tout ce qui arrive autour de nous et on se sent submergé dans le sens où on voit que tout ce qui se passe autour de nous, ça va pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, je dirais que je suis toujours éco-anxieuse sur beaucoup d'aspects, mais j'ai transformé cette éco-anxiété des fois en énervement ou alors des fois en espèce de force d'action, je sais pas comment dire. Pour vous donner un exemple, tous les matins, quand je prends le vélo, je suis énervée du fait qu'il y ait autant de voitures et de voir autant de personnes qui sont seules dans leur voiture. Ça me rend dingue et je m'énerve. Je suis énervée quand je vais à la campagne et quand je vois des champs de monoculture. Ça m'énerve et ça me rend triste. Je suis fâchée de voir des gens qui sont dans la rue. Je suis fâchée de voir la manière dont on parle du changement climatique aux informations. Je suis fâchée de plein de situations hyper inégalitaires. De voir encore une fois qu'il y a eu plusieurs milliers de morts au Pakistan à cause des inondations. Donc tout ça, ça me fâche et ça m'énerve. J'ai moins l'impression d'être dans une forme de peur, mais plus dans une forme d'énervement. Alors, on va s'arrêter sur cette notion de peur parce que l'éco-anxiété, c'est peut-être la peur de l'avenir de la planète. La peur, elle peut soit nous paralyser, nous bloquer, soit au contraire nous donner envie d'agir. Et ça a été votre cas. Vous êtes passé à l'action. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est hyper important de faire en sorte que cette peur, elle soit pas paralysante. Et je dirais même plus qu'elle amène pas à se renfermer sur soi. Parce que moi, c'est une des grandes peurs que j'ai par rapport à notre société, par rapport à la manière dont les gens comprennent les enjeux environnementaux ou les enjeux migratoires. Ils les comprennent avec une peur, ce qui les amène à un repli sur eux-mêmes et donc à considérer ces enjeux comme des menaces. Et donc au lieu de s'ouvrir et d'essayer de comprendre comment trouver des solutions, se dire c'est déjà foutu. En fait, autant conserver ce que je peux conserver pour moi et me protéger ou protéger ma famille. Et donc, en fait, d'être dans une vision égoïste de ces enjeux-là. Ça va être, par exemple, je pense que des ultra-riches peuvent être éco-anxieux. Ça va être, par exemple, des stratégies d'ultra-riches de se dire, probablement que ma villa à Saint-Tropez, on va plus forcément pouvoir y habiter tout l'été. Je vais acheter une île au Canada, il va faire beaucoup plus doux l'été, on l'a vu dans le rapport du GIEC, c'est des gens qui sont très bien informés de tous ces enjeux-là. Et donc du coup, je me protège vis-à-vis de ça. Je me crée une petite forteresse, une petite bulle, etc. Et moi, c'est ça qui me fait extrêmement peur, c'est le repli de certaines populations qui, face à ces enjeux, se disent « Ok, comment je fais pour me protéger ?» C'est aussi le cas des personnes survivalistes. Moi aussi, ça me fait peur de me dire, directement considérer que ça va être la guerre, qu'il va falloir lutter pour les ressources. Alors, je dis pas que ça va pas être le cas et que potentiellement, à certains endroits, c'est possible que ça arrive. Mais par ailleurs, si on pense le futur comme ça, il y a très peu de chances qu'aujourd'hui, on dirige nos actions vers du collectif. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous conseilleriez de mettre en œuvre pour des éco-anxieux qui pourraient nous écouter, jeunes ou moins jeunes, puisque on l'a vu, finalement, ça peut toucher un peu toute catégorie de personnes, pour sortir de cette éco-anxiété et passer à l'action. Il y a différentes échelles, différents leviers. On peut tous peut-être trouver une clé. Dans un premier temps, je dirais d'essayer de se mettre en sécurité soi-même, pas dans le sens de repli sur soi, mais d'essayer de trouver des choses qui nous font du bien, qu'on identifie comme étant des espaces où on se sent en sécurité. C'est un peu la notion de safe place en anglais. C'est valable à la fois quand on est, selon moi, victime de discrimination, ou quand on est une femme et qu'on a envie, par exemple, d'aller en espace de non-mixité. Pour moi, c'est un peu les mêmes démarches, c'est aller dans des cercles qui sont bienveillants et auprès de personnes qui comprennent nos angoisses.
ou notre peur, ou voilà, tous ces enjeux-là. Pour moi, par exemple, ça a été le cas en arrivant à Climate. Je sais que j'ai beaucoup calmé de choses en étant dans un collectif. Que l'action tout seul, ça sert à... Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais disons que c'est pas là où on va vraiment mieux. Ce qui fait que on se sent bien et qu'on a envie d'aller mieux ou de faire en sorte que ça aille mieux, c'est avec les autres. Trouver un collectif et trouver des personnes qui comprennent ce que vous voulez dire, parce qu'en fait, il y en a plein. On est je pense, des milliers de jeunes et moins jeunes à s'inquiéter par rapport à la situation. On serait 2 millions de Français éco-anxieux. Bon, bah voilà. Donc voilà, typiquement. Et l'idée, c'est pas se dire, tous les éco-anxieux, on se retrouve et puis on se plaint sur le futur. L'idée, c'est se dire, ok, il y a plusieurs personnes qui sont angoissées par rapport à cette situation, qui sont affectées par rapport à ce qui se passe. Comment on fait pour se réunir déjà pour pouvoir en parler, parce que c'est hyper important de pouvoir déverser aussi ce qui va bien ou ce qui va pas. Et puis après, trouver potentiellement des moyens aussi d'aller mieux et des moyens de faire en sorte que la situation change. Parce que la situation n'est évidemment pas figée et qu'il y a plein de leviers d'action pour pouvoir changer les choses. Prenons le cas des déchets. Il y a plusieurs échelles sur lesquelles, moi, éco-anxieuse, je peux agir. Ouais. Le premier échelon, c'est lequel ? Alors, le premier échelon, si on prend l'exemple des déchets, ça va être l'échelon individuel ou familial. Par exemple, vous décidez avec votre famille d'acheter un compost si vous avez une maison ou un jardin, ou bien d'aller déposer vos déchets dans un compost de quartier. Et dans ce cas, vous faites une première démarche, vous sensibilisez vos parents, votre famille, vos proches ou votre coloc à ces enjeux-là, en disant, là maintenant, les déchets organiques, on les met de côté, on essaye d'être dans une démarche de zéro déchet, on essaye de moins acheter de plastique, de consommer en vrac le plus possible, etc. C'est très bien. Potentiellement, vous allez vous avez déjà un impact, vous avez un impact au niveau de votre foyer, au niveau des personnes qui vous entourent, mais ça reste un échelon qui n'est pas suffisant. Donc ça, on va dire que c'est notre première échelle d'action. Ensuite, vous avez une échelle qui, on va dire, plus collective. C'est une échelle sur laquelle on peut tous et toutes agir, dans la mesure où on fait tous et toutes partie soit d'un établissement scolaire, soit d'une entreprise, soit d'une copropriété. Et bien l'idée, ça va être, dans ces espaces collectifs de vie, d'impulser des dynamiques. Ça va être proposer à sa copropriété, par exemple, de mettre un compost partagé pour la copropriété. Et dans ce cas, au lieu que ce soit juste notre foyer qui participe, ça va être tout l'immeuble. Pareil en entreprise. Donc premier échelon, les actions individuelles et familiales. Deuxième, le collectif, la collectivité. Et le troisième, là on va encore plus loin vers du militantisme, vers la société civile au sens large. Tout à fait, le troisième échelon, on peut l'appeler l'échelon politique, dans la mesure où là, on va se dire, ok, c'est très bien, on a réussi dans ma maison, dans mon quartier, à faire en sorte que tout le monde jette ses déchets organiques dans un compost. Maintenant, si on arrivait à le faire au niveau de la France, voire de l'Europe, voire du monde. Et dans ce cas, comment on fait ? On est obligé de passer par le politique et donc par des jeux d'influence et se reconnaître en tant que société civile et montrer qu'en tant que société civile, on a une voix à donner dans ce jeu-là. Donc ça va être, par exemple, essayer de faire du plaidoyer. Donc ça peut se faire dans des associations pour essayer de faire en sorte que y ait une loi qui soit mise en place pour généraliser le compostage partout en France. Ça peut être de la mobilisation, aller réclamer dans la rue, organiser une manif ou un sitting et dire on veut du compost, on veut du compost. Et troisième niveau d'action, ça peut être la sensibilisation, se dire ok, comment je fais aussi pour généraliser tout ça ? Donc je vais parler à d'autres personnes, peut-être des personnes pour qui ce serait moins évident de mettre en place ces dynamiques-là de compost, de tri, etc. Et donc aller parler dans d'autres lycées, dans d'autres entreprises, et donc avoir un rôle de diffuser l'information sur ces enjeux-là pour que ça paraisse une évidence de faire ça pour tout le monde. On peut être éco-anxieux, s'être informé, et pour autant ne pas savoir par quel bout prendre le problème. Est-ce qu'il y a des formations, des lieux d'information dans lesquels on peut ouvrir la porte et essayer de trouver un moyen d'action ? Aujourd'hui, il y en a plein. Déjà, rapprochez-vous des associations
ou de collectifs à côté de chez vous pour comprendre déjà quelles sont les luttes. Essayez encore une fois de vous rapprocher de gens qui selon vous, s'engagent ou qui travaillent déjà sur ces enjeux-là. Si vous connaissez pas de gens, c'est pas grave. Vous pouvez aussi chercher sur Internet et tomber sur certaines associations. Vous pouvez aussi tester. Ça, c'est pas grave du tout. Il y a plein de moments où on va tester du bénévolat dans une association. En fait, on se rend compte que ça fonctionne pas. Et on n'est pas du tout obligé d'adhérer tout de suite à une asso. On peut prendre le temps et on peut les essayer. Exactement. Et sachant que dans les assos, il y a vraiment de tout. Il y en a où on peut prendre vraiment beaucoup d'initiatives, d'autres où c'est un peu plus cadré, et en fonction de ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment très possible de faire des choses très différentes. Il y a beaucoup d'associations qui font de la sensibilisation, qui organisent des ateliers, qui organisent des festivals, et qu'on peut s'engager au-delà d'être bénévole professionnellement dans ces structures aussi, pour pouvoir faire changer les choses et consacrer un temps plein à le faire. Il y a un lieu qui a été créé par la mairie de Paris, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, qui s'appelle l'Académie du climat, qui est là consacré vraiment à l'engagement des jeunes sur le climat. Donc vous pouvez trouver toute une série d'ateliers si vous êtes parisien ou proche de Paris. Et après, dans d'autres villes, il y a aussi énormément de tiers-lieux. Il y a Darwin à Bordeaux. Et donc tous ces lieux-là proposent généralement des ateliers, accueillent aussi des associations en résidence. Donc ça peut être vraiment l'occasion pour vous d'aller découvrir ces lieux-là. Et ça, même loin des villes, et même quand on n'est pas forcément jeune. Exactement. Il faut vraiment que vous choisissiez aussi la structure dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà. Alors ça sera ma dernière question, Lucie. Un dernier conseil pratique que tous nos auditeurs pourraient s'approprier. Sortez de chez vous, allez à la rencontre d'autres personnes, d'autres militants. Ne restez pas seul, enfermé dans vos pensées noires ou dans ce que vous pouvez penser du futur, parce qu'on est plusieurs milliers, voire plusieurs millions à les avoir. Il y a aussi des milliers, des millions de personnes qui pensent qu'on peut faire changer les choses. Et donc, rapprochez-vous de ces personnes. À force de lutter, il y a des choses qui se passent, il y a des luttes qui ont été gagnées ces dernières années. Et donc, ne baissez pas les bras et pensez collectif. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Dans le prochain numéro, nous recevrons Matteo Vicente, le tout jeune président du parti politique Génération Climat. Ce podcast vous est proposé par Aesio Mutuel, deuxième acteur mutualiste en France. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. À bientôt.